Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'AgriWeb TV en direct du parc des expositions de Bordeaux et du salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Mais on va un peu voyager cet après-midi. Nous allons prendre la direction du Bénin pour parler d'une production et de la transformation du fromage Gassiré. Témoignage entre un partenariat entre des éleveurs français qui sont à cette table et des éleveurs béninois qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Bon, tout d'abord, je pense qu'il convient de voir ce partenariat, c'est l'AFDI qui est derrière tout ça. Avec vous, Claude Duvernay. Claude Duvernay, vous êtes membre de l'AFDI 33 et du groupe élevage à l'AFDI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous présenter ce qu'est l'AFDI? AFDI comme agriculteur français et développement international, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc AFDI, agriculteur français développement international, créé en 1975 par les organisations professionnelles agricoles françaises notamment, la FNSEA, le Crédit Agricole, la MSA, Groupama, maintenant Groupama Assurance, les chambres d'agriculture et bien sûr après des partenaires, notamment ici dans le cadre de ce salon régional Nouvelle-Aquitaine, et bien le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. AFDI donc est un réseau d'agriculteurs bénévoles et basé sur l'échange d'agriculteurs à agriculteurs. Nous avons une tête de réseau avec AFDI au niveau national, puis des AFDI régionales qui sont au nombre de 11 au niveau du territoire français, puis des AFDI départementales. Et en Nouvelle-Aquitaine, l'AFDI Nouvelle-Aquitaine compte 8 AFDI départementales. Nous avons donc, rapidement je les cite, les collègues des Deux-Sèvres, de la Vienne, les de Charente, Charente-Maritime, Charente, et ça c'était pour l'ancienne région Poitou-Charentes, et Aquitaine, nos amis des Landes, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de Gironde. Donc là, l'AFDI, si j'ai bien compris, c'est un échange un peu nord-sud. Vous partez aider et développer une agriculture familiale aussi, il y a ce terme. Absolument. C'est un des piliers d'AFDI, un de ses points forts, c'est de défendre et de soutenir une agriculture familiale. C'est aussi de sensibiliser le monde agricole, ici en France, sur ce qui est l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale. Un exemple, hier, nos amis béninois sont intervenus auprès d'une classe de première au lycée agricole de Bazas, et là, il y a eu cet échange, cette confrontation d'idées aussi entre ces jeunes et nos amis béninois. C'est aussi soutenir l'AFDI, les initiatives des organisations paysannes. Donc c'est un échange, c'est construire ensemble, partager bien sûr, construire ensemble. Et puis, donc à votre gauche, nous avons Jean-Luc et Jean-Luc. Bon, au moins on ne va pas se tromper, c'est ça. Donc Jean-Luc Filâtre, présentez-nous un peu. La Gironde d'abord. Bah, c'est comme vous voulez, Gironde ou 47, allez, partons en Lot-et-Garonne. Vous êtes donc dans le groupe élevage aussi. Oui. Donc vous êtes allé au Bénin, c'est bien ça? Au Bénin, avec mon collègue Jean-Luc aussi, donc en novembre. Une petite précision aussi, l'appui, ce n'est pas auprès de particuliers, ce n'est pas auprès de groupes, c'est un appui institutionnel pour les aider d'abord à s'organiser. Ce qui leur permet aussi de choisir eux-mêmes leur type de développement, leur type d'agriculture. Voilà, leur laisser le choix et aussi de défendre leurs intérêts par rapport au gouvernement, par exemple. De défendre leur filière, de l'organiser. Pas seulement la production, la vente, etc. Et vous, donc, qu'est-ce que vous leur apportez concrètement? Vous avez dit, vous êtes allé en novembre au Bénin et vous les accueillez aujourd'hui. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. C'est de voir l'avancement des différents projets pour la fabrication du fromage, pour la vente, qui est aussi compliquée que la fabrication, de voir les problèmes qu'ils rencontrent et d'adapter l'aide qu'on peut leur apporter aussi. Voilà. D'accord. Jean-Luc, vous confirmez, vous, pour la Gironde, donc? Oui, tout à fait. Oui. Alors, bon, vous êtes éleveur également, hein? Éleveur, oui. Alors, Jean-Luc, voilà, oui. Filia. Président de Gironde et éleveur, voilà. Alors, en tant que nous sommes allés avec Jean-Luc et toutes d'autres membres du 47, voir les projets, s'ils avançaient, tout ce qui était défini par les institutions. Et nous allons
Et nous les faisons venir là maintenant pour concrétiser, puisqu'on leur fait monter une petite boutique sur le Gaz-Ciré, pour essayer une petite boutique de vente. Et on les a fait, je leur ai fait découvrir là, cette semaine, leur emmener dans les petits magasins de producteurs, pour les choses comme ça, qui voient à peu près ce qu'ils pourraient faire là-bas, quoi. Hein. Parce qu'on va parler du Gaz-Ciré. Le Gaz-Ciré, vous pouvez en parler en quelques mots, nous présenter ce que c'est. C'est un fromage donc là-bas. Après, ils nous en parleront bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, le Gaz-Ciré, c'est leur fromage institutionnel traditionnel. Peul, c'est un fromage Peul qui font là-bas avec le lait de vache qu'ils récupèrent. Voilà. Mais ils en parleront mieux que moi. Ah, vous l'avez Certainement. goûté, rassurez-moi. Oui, excellent. Oui, Claude, vous vouliez réagir? Oui, alors je voulais surtout compléter de dire, parce que j'ai parlé des départements qui composent l'AFDI Nouvelle-Aquitaine, mais ça n'a pas d'intérêt si on n'a pas de partenariat. D'abord, une équipe de 3 salariés qui est basée au niveau de Bordeaux, à la Chambre régionale d'agriculture, et nous avons un partenariat avec 5 pays. On ne l'a pas évoqué. Là, aujourd'hui, on a une focale sur le Bénin, mais il y a des partenariats au Tchad, à Madagascar, au Togo, en Haïti. Voilà, sur différentes autres productions et filières de production. Très bien. Vous vouliez en rajouter un peu? En parlant de l'appui aux éleveurs, ça concerne un peu plus de 30 000 personnes. On ne va pas dans un village accompagner quelques personnes. Autre appui qui a pu être mis en place, entre autres par le Lot-et-Garonne, c'est une coopération de vente. La grosse coopérative du Sud-Ouest, Terre du Sud, s'est mis en accord avec des producteurs, un groupement de producteurs du Bénin d'ananas. Et l'ananas, bio et non bio, dans les 2 catégories, arrive en France et est commercialisé par la coopérative. Donc il y a quand même un échange aussi commercial aussi au final. Par exemple. De l'accompagnement, mais justement, on va aller tout de suite entendre. Rejoignez-nous sur le plateau pour parler un peu Yacoubou Biagui, Pierre Adjadjan et Roukiatou Adam. Pour discuter un peu de tout ça et du Gaz-Ciré. Hein. Restez avec nous, Jean-Luc. Et vous partagez un micro. Bon, le plus simple, moi, je pense qu'on va essayer de voir tout de suite. Hop. Bon, est-ce que quelqu'un peut me présenter déjà le Gaz-Ciré, tout simplement? L'un d'entre vous. Le présenter, le fromage. Oui. Allez, vas-y, Roukiatou. Qu'est-ce que ce Gaz-Ciré? Explique-nous ce que c'est. Oui, en attendant, avant de présenter le fromage Gaz-Ciré, je vais parler un peu de ma fonction. Oui. Oui, Donc tu es technicienne oui, en transformation de fromage, oui, le Gaz-Ciré notamment. Le Gaz-Ciré, et je suis chargée de l'accompagnement, du suivi et de l'accompagnement des femmes qui sont mises en groupement pour transformer le lait de vache en fromage. Parce que le Gaz-Ciré, c'est un fromage à pâte molle avec un flux creuse au milieu, avec une texture un peu alvéole. Donc, et c'est un produit qui se consomme au frais, et non seulement le frais, mais aussi à la cuisson. Donc, on a vu avec cette visite d'échange qu'il y avait une petite différence entre le Gaz-Ciré de chez nous et les petits fromages qu'on a eu la chance de goûter ici. Donc, on en a beaucoup de fromages ici, non? Oui, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça aussi, chez nous, le Gaz-Ciré, c'est un fromage unique. C'est un fromage unique. Et je viens de le dire, c'est une pâte, disons, assez molle, blanche. C'est fait à base du lait de vache. Et ça a un goût de lait et qui est très apprécié par la population. Et c'est vraiment, disons, ça appartient à la culture Peul. Donc, il faut vraiment le signifier parce que ce sont à la base les femmes Peul qui sont un peu à l'origine de la fabrication de ce produit. Okay. Eh bien, on peut le comparer à quel fromage, vous qui l'avez goûté?
Alors, on compare ça à un petit fromage frais, ouais, quand on fait un petit fromage de chèvre ou de vache frais. Voilà, c'est à peu près ça. Or, soit on le mange, enfin moi j'aime bien là-bas à la confiture. Non, eux ils le font salé, mais moi avec une petite confiture, une chose comme ça, c'est très appréciable. Vous confirmez, Jean-Luc, également? Ah bon. Bon, donc oui, on le voit là en photo juste derrière vous, le gars ciré. Donc vous accompagnez, vous avez quand même un rôle essentiel. Oui, je l'avais dit plus tôt, je suis chargée du suivi et de l'accompagnement des femmes. Effectivement, je les aide à améliorer la qualité de leur gars ciré parce que c'est un produit traditionnel qui est beaucoup consommé par la population et il y a assez de transformatrices de ce produit, mais avec l'appui d'AFDI, l'ANOPER, bon, on a déjà parlé de l'ANOPER, on a un cahier de charges harmonisé qui est au niveau de tous les groupements, parce que les groupements, il y en a dans tout le Bénin. Donc, ce cahier de charges, disons, c'est un cahier qui oblige les femmes à avoir beaucoup plus d'hygiène dans la transformation de ce produit, parce que nos produits doivent être démarqués des autres produits qui sont mis sur le marché. Et à cet effet, AFDI a appuyé l'ANOPER à sortir un signe distinctif. Une sorte d'AOP, en fait, c'est ça? Pardon? Un AOP, nous on dirait chez nous, c'est un peu ça. Oui, oui. Ok. Dans le signe distinctif GA2. D'accord. GA2, et tout à l'heure la photo derrière moi. Ah oui, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Le G qui signifie le gars ciré, le A qui est l'ANOPER et le 2 qui est, disons, qui représente notre département. Oui, d'accord. Oui. C'est une sorte plutôt d'IGP, quoi, voilà, finalement. Voilà. D'indication géographique. Oui. Un signe distinctif. Voilà. Moi, qu'est-ce que vous a apporté justement l'AFDI? Vous l'avez un peu dit là en filigrane, oui. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est la première fois que vous venez en France ou vous êtes déjà venu? Non, c'était la première fois. Alors qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez découvert aussi en accueillant des éleveurs français chez vous? Vous leur avez fait découvrir des choses également. Oui, exactement. La première mission, parce que j'ai rejoint l'UDOPER pour laquelle je travaille en 2018. Et la première mission que j'avais accueillie, ils étaient venus, il n'y avait pas l'idée de... Bon, c'était un appui qui se faisait, mais être en contact des partenaires qui nous appuyaient, qui nous finançaient, c'était vraiment, disons, un peu génial parce qu'ils étaient venus, ils ont visité les groupements féminins. Après le cahier de charges, les femmes avaient amélioré beaucoup la transformation. Et dans les pratiques, les règles d'hygiène, tout ce respect, on a trouvé que le produit était apprécié par la population. Donc, avec la mission AFDI, il y a eu vraiment une nouvelle idée d'aider les femmes dans la commercialisation. Et l'idée qui était née, c'était d'ouvrir un point de vente pour faire des ventes groupées de ces produits. Donc, effectivement, après la visite de cette mission, on a ouvert un point de vente. Mais nous, dans ce point de vente, il y avait seulement les gars cirés qui étaient posés dans la boutique. Dans cette mission, aujourd'hui, le fait qu'on se soit déplacé pour venir en France, M. Jean-Luc l'avait dit, ils nous ont fait visiter assez de boutiques. Il y avait des petites boutiques, des grandes boutiques, il y avait des fromagères de petite taille et des fromagères de grande taille. Moi, j'ai beaucoup appris de cela et ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est que dans les boutiques, que ce soit petites ou grandes, il y avait une diversité de produits. Donc, il y avait cette diversification. Donc, ce n'était pas seulement les produits transformés par la personne qui était dans la boutique. Il y avait aussi certains produits d'autres producteurs, venant d'autres producteurs. Et c'était aussi, bon, disons, une manière d'attirer beaucoup plus de clientèle. Et c'était très intéressant. Ce qui m'a même marqué dans la gestion des boutiques ici, c'est l'effet dépôt-vente. Je l'avais dit, dépôt-vente où certains producteurs apportaient leurs produits et c'est, bon, disons, la conservation y était tout, mais quand le délai de consommation des produits était passé, donc ce n'était plus à la charge du gérant de la boutique. C'est le producteur qui vient récupérer ses produits et donc là, bon, j'ai trouvé ça un peu plus... Bon, c'était pas trop contraignant pour le gérant quand même.
Vous me parliez là tout à l'heure du rôle des femmes. En fait, ce sont les femmes en fait qui fabriquent le fromage, c'est bien Oui, ça? oui. Le côté élevage, on va en parler après Oui. avec Pierre. Vous, en fait, les femmes transforment le fromage. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, le fromage Gassiret, bon, disons, c'est identifié dans la culture Peul. C'est propre à la culture Peul. Et les femmes, après le suivi des vaches par les hommes, il y avait le lait qui était ici, c'était là, on ne s'en servait pas trop. Donc par là, il y a certaines femmes qui le transformaient ou bien qui le vendaient. Mais grâce à l'appui d'AFDI, ils ont dit, ah non, il faut valoriser le lait. Et dans la valorisation du lait, il faut former des groupements de femmes pour pouvoir transformer ce lait en fromage pour le mettre sur le marché. Et c'est ainsi que moi, j'accompagne les femmes. Donc, je mets en place des groupements féminins. Je les forme à mieux améliorer la production. Et bon, tantôt, j'avais oublié de le signifier. Le fromage Gassiret, chez nous, ça se fait à base d'une plante qu'on appelle le calotropis, qui n'existe pas ici. Le climat ne doit pas être favorable, je pense. Oui, j'avais oublié de le signifier. Donc, c'est à base de cette plante qu'on transforme, nous, nos Gassirets. Donc, les femmes, elles sont mises en groupement. Ce n'était pas facile, ni évident. Parce qu'un groupement de femmes, chez nous, surtout dans le milieu Peul, c'était compliqué que des femmes se réunissent ainsi pour une activité. Donc, parce que si on voit les femmes se réunir chez nous, c'était peut-être lors d'un événement, pour la cuisine ou bien quelque chose du genre. Mais venir professionnellement, c'était pas vivable chez nous. Mais heureusement, on a pu convaincre les époux parce que chez nous, jusqu'à présent, ça continue. Avant que la femme ne soit mise dans une activité donnée, il faut forcément l'autorisation du mari. Donc, après avoir obtenu l'autorisation des maris, on les met en groupe. Et aujourd'hui, maintenant, on peut dire que ça a changé beaucoup de choses parce que grâce à cela, non seulement elles ont valorisé leurs produits Gassiret, mais aussi le rôle de la femme est un peu plus élevé. Parce qu'avant, la femme n'avait aucune place lors des réunions, que ce soit au niveau local ou bien au niveau communal. On ne considérait pas du tout les femmes. Mais aujourd'hui, dans les instances de prise de décision, la voix de la femme est un peu prise en considération. Non seulement ça, côté transformation, ça a amélioré beaucoup leurs revenus, parce que non seulement elles sont en groupe, mais individuellement, elles transforment aussi. Et cette amélioration de revenus leur permet de participer beaucoup, disons, aux charges familiales. Donc, chez nous-mêmes, on a l'habitude de le dire, ce sont les femmes qui payent les soins vétérinaires des petits ruminants quand le mari n'est pas là. La scolarisation des enfants, ce sont les femmes qui s'occupent de cela aussi. Donc, on peut dire que ça a changé beaucoup de choses. On l'entend. Oui. Parlons un peu de l'élevage avec vous, Pierre. Il me semble que vous êtes technicien d'élevage. Comment ça se traduit, l'élevage, chez vous? Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment différent par rapport à la France. Vous êtes déjà dans de la transhumance, c'est bien ça? Merci beaucoup. Et avant de parler de l'élevage, de la manière que ça se passe au Bénin, je voudrais présenter mon pays. Et le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a ses frontières avec l'océan Atlantique, au nord par le Niger et au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Bien sûr, et la question venait comment se passe l'élevage au Bénin. Au Bénin, l'élevage, nous pratiquons l'élevage de la transhumance. Les animaux sont pâturés sur des espaces naturels et les soins vétérinaires n'étaient pas en tant que tels pris en compte. Et de l'autre côté, nous n'avons pas une traçabilité concernant le suivi sanitaire. Donc là, les vaches, finalement, on le voit, elles pâturent quand même énormément. Comment ça se passe, vous? Comment vous accompagnez les éleveurs sur le terrain? Parce que vous êtes technicien, c'est bien ça, vous accompagnez les éleveurs. Oui, j'accompagne beaucoup les éleveurs par
comment dirais-je, l'aide capote AFDI au niveau de notre département. Nous autres, nous intervenons dans 2 départements, la Takora et la Donga. Et notre accompagnement se passe dans le cadre de suivi sanitaire et de l'installation des parcelles fourragères. Parce que ce que disait ma collègue, effectivement, il faut apporter le lait auprès des groupements afin que ces groupements puissent transformer le lait. Donc, il faut que ce lait soit de bonne qualité et il faut aussi qu'il y ait un suivi sanitaire pour que les animaux puissent se porter très bien, pour qu'il y ait une productivité élevée et comment dirais-je, de la matière lait. Très bien. Donc, en fait, on va peut-être présenter un peu Ludopère avec vous, Yacoubou. Bon, vous nous présentez un peu rapidement. Donc, c'est un peu, j'allais dire, la coopérative qui chapeaute tout ça. Nous, on dit coopérative, mais peut-être que vous, c'est plutôt un autre terme. Bon, presque c'est la même chose. Ludopère, Atakora Donga veut dire Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants, de l'Atakora et de la Donga. Donc, de là, moi, je suis un élu. Je suis le secrétaire général de l'Udopère Atakora Donga. Donc, tel que mon ami vient de tout de suite dire que le Bénin est limité par tel pays. Bon, je ne vais plus revenir sur ça. Alors, je me suis dit que effectivement, l'Udopère, ça fait partie du nord du Bénin, nord-ouest du Bénin. Mettez bien votre micro contre le menton, sinon on ne vous entend pas. Regardez comme moi. Ok, donc je dis que l'Udopère Atakora Donga est au nord-ouest du Bénin. Alors, ça veut dire que nous sommes vers le nord-ouest du Bénin. Voilà ce que je peux dire à partir de ce que vous venez de me poser. Et là, vous êtes éleveur vous-même, puisque Oui, vous êtes élu. oui, je suis éleveur, je suis membre, je suis secrétaire général de l'Udopère Atakora Donga. Donc, c'est 2 départements. Vous avez combien de vaches? Alors, j'ai 63 vaches actuellement. Et donc, comment ça se passe? Comment vous faites? Qui s'occupe de votre élevage vu que vous êtes ici? C'est la première fois que vous venez en France. Ah oui. Il y a du changement, c'est pas pareil ici, non? Vous avez vu des élevages? Bon, ceux qui s'occupent de mes vaches, ce sont mes petits frères. Ils sont à la maison actuellement. Et ils sont là-bas, ils sont à peine 3. Donc, ils se relèvent. Quand un travaille une semaine, après ils laissent le travail à un autre. L'autre semaine, ainsi de suite, jusqu'aux 3 personnes. Ah ben, il y a un petit roulement, heureusement, hein, parce que ça demande du travail. Comment ça se passe? Parce que le travail, c'est justement, vous voyagez, c'est de la transhumance, comme on dit. Votre troupeau voyage de terre en terre, non? Mon troupeau ne voyage pas comme ça tout le temps, non. Nous devons à tout moment savoir, dès qu'il s'agit de voyager, peut-être on peut aller un peu vers Basila et revenir. Et ça a des moments donnés, ce n'est pas tous les jours que nous devons faire ce déplacement-là. Ça a des moments précis, ce n'est pas tout le temps. Oui. C'est-à-dire que oui, parce que le déplacement, c'est pour se nourrir, aller trouver de l'herbe un peu plus fraîche ailleurs, c'est ça? Oui, nous avons travaillé de ces herbes pour pouvoir vraiment à tout moment compenser les animaux. Voilà. Et après, donc, pour faire le gassiré, il faut aussi traire les vaches, c'est ça? Expliquez-nous un peu tout ça. Bien sûr. Oui, c'est possible. Allez-y, Jean-Luc, vous vouliez réagir parce que vous avez assisté à tout ça, non? Pas seulement réagir. Peut-être une précision que pourrait certainement apporter Pierre, c'est de parler qui est éleveur, qui est agriculteur. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça pose des problèmes, ça pose des tensions, d'autant plus que le gouvernement veut changer beaucoup de choses. Oui, Pierre. parce que oui, un agriculteur n'est pas forcément un éleveur, effectivement. Expliquez-nous cette différence. Oui, c'est vrai. Et au Bénin, un agriculteur n'est pas forcément un éleveur. Il y a une grande différence chez nous au Bénin. Et au Bénin, si on parle d'un éleveur, il s'en charge uniquement de l'élevage des animaux. Et concernant notre association, il y a une particularité, c'est l'élevage des ruminants.
tandis que l'agriculteur, lui, s'occupe uniquement pour la production végétale. Il n'a pas des animaux et l'élevage au Bénin, un éleveur, c'est quelqu'un qui a des animaux, qui rumine et il s'en occupe. Et l'éleveur n'est pas forcément propriétaire terrien, en fait. C'est aussi ça que vous vouliez dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les terres sur lesquelles les animaux ruminent, comme nous, on pourrait l'avoir en France, où on est plutôt dans de la polyculture élevage, comme on dit. Oui, c'est vrai, et il a une grande différence. C'est pour ma première fois que j'ai foulé la terre française. J'ai constaté ici que tout va en paix. Et à notre niveau, si on parle de l'élevage ou soit d'un éleveur, l'éleveur n'a pas la propriété, comment dirais-je, il n'est pas propriétaire terrien. L'éleveur est considéré comme un étranger. Mais avec l'appui de l'AFIDI et les relations qui ont lieu entre l'Organisation des éleveurs du Bénin et AFDI, nous avons pu sortir un document qui est le code pastoral, qui aujourd'hui nous permet, nous éleveurs, d'être déclarés comme propriétaires terriens, et d'autant plus que nous avons duré un peu sur la terre béninoise. Justement, on va revenir un peu sur l'ANOPER. Vous avez participé à la rédaction de ce code pastoral, c'est bien ça? Vous les avez accompagnés dans cette démarche? Rapprochez-vous de la table, hein, Jean-Luc. Oui. L'AFDI, oui, moi personnellement non, mais l'AFDI a accompagné ce code pastoral, bien sûr, et qui a, je crois que c'est le premier pays d'Afrique à avoir établi un code pastoral. Oui. Vous confirmez, Pierre, c'est ça? Oui. Hein? Facilement, et c'est le premier pays qui a pu faire facile. passer facilement le code pastoral auprès du gouvernement. Sans problème majeur. Voilà. Et l'AFDI essaye d'accompagner nos collègues dans ce sens, au niveau que ce soit le fromage, les femmes transformatrices, et puis les éleveurs au niveau du CGT, du contrôle de gestion de troupeaux, quoi. Voilà. Parce qu'il y a quand même des... Bon, ça se passe quand même bien, finalement. Ce code pastoral, il a créé, en fait, une certaine... Bon, nous, on le sait aussi, c'est parfois compliqué, mais ouais, il y avait des tensions. Moi, j'ai vu, par exemple, des troupeaux passer au milieu, parce que je suis allé au Bénin, au milieu de plantations d'anacardes, notamment, et ils n'étaient pas forcément contents. Oui, c'est vrai, et le code pastoral est venu donner une traçabilité au niveau des éleveurs et les agriculteurs, parce que, tel que je l'avais dit, et au Bénin, on parle, et au niveau de l'élevage, on ne voit que l'éleveur, le peul en particulier. Donc, entre-temps, il n'avait pas de couloirs de passage. Les aires de pâturage ne sont pas déterminées. Donc, l'éleveur faisait son pâturage sans, comment dirais-je, un sens de codification. C'est-à-dire, il n'y a pas un plan directeur qui va permettre à l'éleveur de savoir où pâturer ses animaux. Donc, il a toujours des conflits qui naissaient entre agriculteurs et éleveurs parce qu'il y a l'obstruction des couloirs de passage qui s'opérait et un éleveur, par exemple, qui quittait sa maison avec des animaux pour aller pâturer dans les forêts classées, il retrouve que le couloir de passage sur lequel il avait l'habitude de passer est obstrué. Donc, il a l'installation des champs. Donc, il est obligé de faire passer les animaux. Et ceux qui ne répondaient pas, et les agriculteurs venaient avec des tensions, ils tuaient des animaux, et il avait même comment dirais-je, plusieurs personnes mouraient parce qu'il y a des confrontations qui avaient lieu entre agriculteurs et éleveurs. C'était un peu violent, là, quand même. D'autres axes de travail, vous aviez un peu parlé de l'appui technique aussi aux éleveurs, ce qui a été travaillé aussi avec l'ANOPER. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur... Peut-être que vous avez développé aussi des parcelles, c'est ça, des choses comme ça? Expliquez-nous un peu tout ça. Et bien sûr, nous travaillons avec les éleveurs avec un outil qu'on appelle le CGT. Le CGT, c'est le conseil de gestion de troupeaux que nous avons mis en place. Nous accompagnons ces éleveurs à comprendre, à planifier et à savoir quand même quelques traitements qu'ils font dans leurs troupeaux, afin que ces troupeaux, soit ces animaux, puissent avoir la bonne santé. Parce que
ce sont des troupeaux qui produisent le lait. Ce lait sera transformé au niveau des groupements. Donc, il va falloir qu'on accompagne ces éleveurs afin qu'ils puissent quand même utiliser la prophylaxie sanitaire et afin que le lait qui sera produit dans le troupeau soit de qualité, de bonne qualité. Donc là, en fait, vous suivez un cahier des charges, des règles quand même très strictes. Vous avez tout structuré grâce à cet accompagnement et l'ANOPER finalement. Oui, tout est bien structuré parce que nous avons des outils, les outils qui nous permettent de prendre des données et d'évaluer à la fin ce que nous faisons sur le terrain. On va revenir au Gassiré avec vous. Donc, comment on fait finalement aussi, quels ont été les axes de travail aussi avec l'ANOPER? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais il y a eu une mise en place de cahier des charges, c'est ce que vous nous disiez avec le GA2, c'est bien ça, mais pas seulement, les femmes ont été formées, il y a tout ce côté hygiène où c'était pas forcément régi avant, c'est ça? Expliquez-nous l'évolution grâce à l'ANOPER et grâce à ce partenariat avec l'AFDI et cet accompagnement avec l'AFDI. Ok, oui, je l'avais dit que le gassiré, c'est, disons, un produit propre à la culture Peul. Les femmes le transformaient, ça là, c'est évident, mais il n'y avait pas du tout des règles d'hygiène autour. Donc, grâce au partenariat AFDI-ANOPER, il y a eu la formation des groupements, et il y a le renforcement de capacité. Et dans les renforcements de capacité, il y a eu la formation au respect du cahier de charges harmonisé par l'ANOPER. Après cette formation, il y a un suivi qui est opéré pour voir si effectivement les femmes formées ont amélioré leur produit, la production du gassiré. Après la formation, si effectivement la qualité recherchée se retrouve dans les gassirés. Après ça, on fait aussi des visites d'échange entre les transformatrices. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de groupements et tout ne marche pas en même temps, au même moment. Donc, il y a des femmes, les groupements dans lesquels ça ne fonctionne pas bien, on les amène pour pouvoir échanger avec les femmes où ça a beaucoup évolué, donc discuter avec elles de la manière de transformer. Bon, c'est déjà unique, mais quand même, s'il y a eu quelques différences, il faut qu'elles en parlent. Et aussi les difficultés, surtout sur les difficultés qu'elles ont eues, là, ça leur apporte beaucoup. Parce que même l'année, disons beaucoup, depuis qu'on a commencé les visites d'échange, il y a eu beaucoup de changements parce que les groupements qui n'étaient pas évolués, quand elles vont et elles rencontrent ces femmes où le gassiré est beaucoup plus valorisé, elles-mêmes, quand elles retournent dans leur groupement, il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement. Après la visite d'échange, la formation dans les règles d'hygiène, du cahier des charges, il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Par exemple, mais avant tout ça, il y a la remise de matériel. Surtout ça. Parce que les matériels à utiliser ne doivent pas être des matériels utilisés domestiquement. Donc, surtout cela, parce que ça rentre toujours dans la qualité du fromage. Parce que l'ANOPER et l'AFDI, disons, je les accompagne à améliorer le produit, mais il ne faudrait pas oublier cet aspect-là, que la texture, il faut que le fromage à vide-oeillement soit quelque chose de très apprécié. Et il ne faudrait pas les matériels, que le gassiré soit contaminé. Donc, oui, il y a tout, il y a l'hygiène, il y a oui. La sécurisation aussi de l'approvisionnement de lait quand il y a la saison sèche. Je suppose que ce n'est pas facile de garder, de conserver le lait, comme on dit. Oui, pour la conservation du lait, parce qu'on n'est pas sans savoir, en Afrique surtout, on a deux saisons plutôt dans le nord. Il y a la saison sèche et la saison pluvieuse. En saison pluvieuse, il y a une abondance laitière, tandis qu'en saison sèche, c'est la période où beaucoup d'éleveurs vont en transhumance. Que ce soit une transhumance transfrontalière ou bien une transhumance interne, d'autant plus que maintenant la transhumance transfrontalière est interdite. Maintenant, c'est la transhumance interne. Donc, ce n'est pas encore totalement fini. Il y a certains groupements qui sont confrontés à cela. Par contre, il y a certains groupements qui ont la chance, les transhumants viennent dans leur milieu et il y a une petite abondance laitière, mais par contre, il y a d'autres, les éleveurs quittent leur milieu et c'est un peu compliqué. Il y a, pour la fabrication, elles vont chercher s'approvisionner en lait, mais à des distances très élevées. Donc, les distances parcourues sont, disons, un peu énormes. Donc, si elles étaient habituées à aller à 1 ou 2 kilomètres pour chercher le lait plutôt, pendant la saison sèche, elles sont obligées de faire plus du double
de la distance pour aller chercher la matière première et cela constitue beaucoup un problème parce que avant que le lait ne vienne, parce que le lait, comme je l'ai remarqué ici, on l'a remarqué ici, il y a des ferments qui se mettent pour la conservation du lait pour que le lait ne se caille pas vite. Nous, on n'utilise pas des ferments. Donc, le lait est collecté et amené au lieu de la transformation tel qu'il a été. Sur la transformation, comment on fait? C'est long à fabriquer, il y a beaucoup de travail derrière. Comment ça se fera? Dites-nous la recette, mais on ne va pas vous la piquer, hein, vous inquiétez pas. Ok, oui, la transformation du lait en gasiret, ça se fait, disons, selon les règles, les normes d'hygiène. Quand le lait vient, nous, notre moyen de transport du lait, on utilise toujours les bidons de 25 litres. Donc, c'est dedans les femmes transportent du lait, ou souvent, il y a certaines dans des petites calebasses, bien propres, parce que c'est tout en nettoyé. Donc, le lait ainsi transporté vient au niveau de la transformation, du lieu de transformation qui est déjà bien nettoyé, bien propre. Et là, elle le renverse dans la marmite parce qu'on le fait toujours traditionnellement. Donc, on est à l'étape traditionnelle. On n'est pas encore à l'étape moderne comme je l'ai vu ici. Ah, vous n'avez pas d'unité de production? Non, pour le moment, on est à l'étape traditionnelle. Donc, après, on chauffe le lait à peu près à 60 degrés. Après avoir chauffé le lait, on utilise la plante que j'ai dit tout à l'heure, le calotropis. Donc, la plante du calotropis s'utilise de 3 façons. Soit on utilise la feuille, soit on utilise la tige ou on utilise la sève. Donc, ces 3 moyens suffisent pour produire le fromage. Donc, après avoir chauffé le lait à peu près 60 degrés, la feuille, elle est triturée, mélangée au lait qu'on avait un peu mis de côté. Et après avoir mélangé au lait, là, quand le lait est un peu chauffé, on met, disons, la plante, disons, un peu le lait de la plante mélangé. Et là, le feu devient un peu plus ardent. Donc, ça va à la cuisson. Le lait se caille. Oui. Après, le lait se caille après que les femmes aient mis, disons, le calotropis, le lait se caille. Et après caillage du lait, on voit le petit lait qui est déjà en haut. Donc, le petit lait, et on laisse un peu. Le feu devient ardent et il faut que le gasiret soit bien cuit. Parce que quand ce n'est pas trop cuit, en même temps, après égouttage, ce n'est plus dur. Ce n'est plus dur. Donc, quand c'est caillé et c'est un peu plus cuit, là, les femmes, elles utilisent des moules, disons, c'est pas les passoires, on a l'habitude de les appeler les passoires. Donc, c'est là, elles mettent le caillé, elles renversent le caillé et quand elles mettent le caillé dedans, ça s'égoutte. Il y a le petit lait qui sort. Donc, après égouttage, elles retournent le fromage pour que les 2 faces soient identiques. Oui. Rapprochez votre micro. Elles retournent le fromage pour que les 2 côtés soient identiques. Donc, elles laissent égoutter pendant quelques minutes et là, elles peuvent le renverser dans un petit bol pour amener au marché. Donc, tel que je l'avais dit, nous, notre gasiret se mange frais. Ça se mange frais. Ou soit, si quelqu'un veut, on le met à la cuisson ou bien frit. Ah, frit, ça doit être bon aussi. Hein. Frit, oui. Nous, on est friands de ça, mais avec un peu de confiture, mais vous, pas trop, mais bon. Oui, frit. Mais là, ou dans la sauce aussi. On met ces fromages dans la sauce, c'est mangé dans la sauce. Oui. Et les moyens de conservation du gasiret, on a toujours de problèmes à ce niveau parce que, à la différence de vos fromages ici, les gasirets ne se conservent pas trop longtemps. Oui, et mais combien de temps il faut faire là, dans toutes ces étapes que vous avez décrites? Combien de temps en fait ça met? Parce qu'on a du mal à se l'imaginer pour fabriquer un gasiret. Un gasiret, par exemple, si c'est 25 litres de lait, donc ça ne dépasse pas trop 30 minutes. Ah oui, c'est quand même court. Oui. Mais un avec 25 litres de lait? Oui, non. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc, plus la quantité laitière est élevée, plus ça prend du temps. D'accord. Parce que, par exemple, on a visité un groupement avec la mission qui était venue une fois, le groupement de Basila. Donc, le groupement de Basila, la transformation prend un peu plus du temps là-bas parce que la quantité laitière est un peu plus haute là-bas. Donc, ça leur prend beaucoup plus du temps. D'accord. Oui. Vous avez visité, vous, Jean-Luc? Ah oui, j'ai même assisté. Ils se font un plaisir à nous faire du
du fromage en direct, hein, et c'est excellent, oui, non, sans problème. Oui. Bon, vous nous en avez pas ramené. Moi, j'aurais bien aimé goûter. En tout cas, vous m'avez donné l'eau à la bouche, comme on dit. Moi, Je me dis, il n'y aurait pas de problème parce que, disons, dans notre mission, on s'est rendu compte qu'on avait une compatriote ici qui le faisait. Ah, Donc, vous avez l'opportunité d'y goûter. vous me donnerez l'adresse tout à l'heure. Petite question. Oui. Sur cet accompagnement entre l'AFDI et la NOPER, Oui. ce partenariat plutôt entre l'AFDI et la NOPER, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, concrètement, sur le terrain? Sans ça, cet échange, même là, aujourd'hui, venir ici, ces échanges nord-sud, sud-nord, parce que vous leur apportez aussi beaucoup, parce qu'on découvre des choses, des techniques, j'allais dire, un peu traditionnelles, qu'on peut aussi répercuter chez nous. C'est vraiment un échange donnant-donnant et gagnant-gagnant, on dirait. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de plus. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas pour notre venue ici, parce que ici, c'est beaucoup plus développé que chez nous. La mission allait chez nous s'enquérir de nos réalités. Donc, il nous apportait un plus, il nous conseillait sur les manières de mener nos activités, d'améliorer beaucoup de choses. Par exemple, je l'avais dit, les ventes groupées qu'on faisait, on a ouvert un point de vente. Oui, on a ouvert un point de vente qui est situé au centre-ville, disons dans une ville Carrefour. Dans une ville Carrefour pour aider les femmes. À la commercialisation parce que c'était un peu compliqué là-bas. Maintenant, nous, notre venue ici, je l'avais dit plus tôt, on a vu des magasins, on a vu beaucoup de choses. On l'a dit entre mon collègue et moi, aussitôt rentré, il y a beaucoup de choses qu'on a à améliorer, surtout au niveau de ma boutique à moi. Je disais, je vais diversifier les produits pour que ce ne soit pas seul le gassiret, mais quand même, quand quelqu'un viendra prochainement dans ma boutique, qu'il ait assez à beaucoup plus de produits et pas n'importe quel produit, les produits locaux. Les produits locaux et qui pourraient se faire par les femmes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les villages. Par exemple, il y a les noix de karité. Les noix de karité qui font le beurre de karité. Donc les femmes le font et on devrait les prendre et les valoriser, nous, dans notre petite boutique. Finalement, on va retrouver les magasins de producteurs qui se développent, qui redeviennent, oui, qui se développent ici. L'AFDI On va les retrouver même bientôt au Bénin, alors on viendra vous voir. Oui, je vous invite déjà. Tout à fait, l'AFDI se donnait un plaisir à leur montrer nos magasins de producteurs à leur échelle, hein, parce que même ici, on a des magasins de producteurs qui sont à leur échelle grandement. Et voilà. Alors, et l'AFDI continuera à les appuyer sans problème. Au niveau du matériel, au niveau des parcelles fourragères, que ce soit le CGT, au niveau des prophylaxies, tout ça, on tient à continuer et voilà, à aider nos collègues béninois. Pierre, vous confirmez aussi également, ça vous a beaucoup apporté aussi au niveau de l'élevage. Vous parliez du code pastoral, etc. Ces relations sont essentielles. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu en France sur les élevages français que vous pourrez répercuter au Bénin ou inversement, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aussi, j'allais dire. C'est une belle question et parce que vraiment, j'ai été vraiment très émerveillé. J'ai vu beaucoup de choses qui peuvent être appliquées dans mon pays. Et si nous allons prendre sur le plan technique, c'est-à-dire la gestion du fourrage, c'est très, très, très énorme et très développé dans ce pays. J'ai vu beaucoup de choses que je ne connaissais pas, par exemple l'enrubinage et la mise en place des paddocks, c'est-à-dire le pâturage tournant. Ça m'a beaucoup marqué parce que nous avons des espaces que nous gérons un peu dans le pays. Et je pense que cette visite d'échange m'a beaucoup éduqué, ça m'a édifié. Et j'ai aussi vu et l'alimentation des animaux sont très améliorées parce que ça permet à ces animaux de produire assez de lait. Et il y a une diversité de races. La race Holstein qui m'a beaucoup émerveillé, la race Limousine qui est la race à viande. Franchement, je pense que cette visite m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et qui seront applicables au pays. On m'a dit que vous avez beaucoup griffonné sur des cahiers, etc. Hein, vous avez beaucoup écrit. Oui, j'ai beaucoup écrit. Je me demande même
est-ce que je ne vais pas en constituer un dictionnaire? Parce que vraiment, ça m'a permis d'apprendre non seulement ça, et tel que ma collègue venait de le dire, au Bénin, on a valorisé le fromage, mais on a oublié un peu de diversifier un peu les produits qui se produisent dans le pays. Et le fait qu'on a visité les magasins, on a trouvé que les gens, c'est-à-dire, il avait une polyvalence, un peu de produits pour permettre aux clients, lorsqu'ils viennent dans la boutique, qu'ils puissent quand même s'acheter plusieurs choses, sans faire beaucoup de déplacements. Je pense que si cette technique, nous avons, si est arrivée au pays, on va la mettre en pratique pour pouvoir attirer assez de clientèle. L'autre chose aussi, et j'avais parlé de la transhumance. Au Bénin, nous pratiquons beaucoup la transhumance, ce qui crée un peu des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, si arrivé au pays, j'arrivais à développer cette technique de paddock, ça va permettre quand même de faire l'élevage sédentaire, de pratiquer l'élevage sédentaire en stabulation, ce qui va quand même amoindrir les problèmes entre agriculteurs et éleveurs. Les problèmes de tension, effectivement. Oui. Après, tout le problème de foncier, je suppose qu'il y a d'autres problématiques qui risquent de venir, et puis l'acquisition de foncier, etc. etc. Et vous, donc Yacoubou, qu'est-ce que vous retenez de votre voyage en France? Qu'est-ce que ça vous a apporté, à part du dépaysement, sans doute? Il fait un peu frais, non, ici? Vraiment, je remercie tous ceux qui ont lutté pour que nous soyons ici. Vraiment, nous sommes très fiers parce que tout ce qui se passe ici, on ne devrait pas le voir ni entendre. Dieu a fait que nous sommes là, nous sommes en train de voir. Vraiment, nous remercions Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses, que ce soit dans les bergeries, dans les champs, un peu partout dans les maisons. Vraiment, on n'avait pas l'intention de voir toutes ces choses. Voilà que maintenant, lorsque nous sommes là, on est arrivé à voir ça et nous sommes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ont évolué ailleurs, au moment où nous sommes derrière nous autres. Donc nous remercions Dieu pour ça là. On a remercié Dieu pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que les choses évoluent. Nous souhaiterions, nous aussi, à notre tour, que nous puissions évoluer de la même manière pour quitter là où nous sommes actuellement. Bon, en tout cas, on vous sent prêt à évoluer, prêt à grandir encore un peu plus, j'allais dire se cultiver un peu plus, oui, non, mais à grandir, à développer vos exploitations. Le côté visite, là, donc vous êtes là jusqu'à vendredi, donc profitez encore un peu de ces visites. Qu'est-ce que vous avez été voir? Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous leur avez fait découvrir là, dans notre belle région? Alors, ils ont commencé par Lot-et-Garonne, je crois, hein, c'est ça? Allez-y, parlez, Jean-Luc, dans le micro. Lot-et-Garonne, donc pâturage tournant dynamique, qui sont aussi... ce qu'on avait entendu avec Pierre. Mais qui sont aussi, même pour la France, une avancée très intéressante. Depuis une quinzaine d'années. Je ne suis pas à mon rayon. Voilà. Et ensuite, ils sont passés vers oui, les fromageries, mais après, c'était plus vers la Gironde, pas dans Lot-et-Garonne. Bon. Mais en tout cas, bon, de belles découvertes. Vous avez tout noté et bientôt, on va voir donc, des grands magasins. Moi, j'ai noté ça au Bénin. Donc, ça va être parfait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait voyager, fait découvrir le Gassiré. Moi, ça m'a donné un peu l'eau à la bouche. Vous me donnerez l'adresse quand même, Roukiatou. Je compte sur vous. Et puis, oui, nous, on va se retrouver pour d'autres émissions sur agriweb.tv. À très vite. Merci.